Bienvenue dans le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration et de courage au féminin pour entreprendre avec impact et justesse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Houé, référente régionale pour l'entrepreneuriat féminin au sein de BNP Paribas, qui est aussi engagée à travers un programme qui s'appelle Connectors, dont elle va aussi nous parler. Et si j'avais envie d'inviter Céline aujourd'hui, c'est notamment pour vous parler de ce qu'elle incarne à travers l'entrepreneuriat au féminin puisqu'elle soutient des femmes entrepreneurs dans leur développement, dans leur financement, dans leurs ambitions, dans l'envie d'oser. Et ça, ben voilà, je pense que tout le monde l'aura compris. C'est quelque chose qui me tient aussi également à cœur. Donc j'avais envie qu'ensemble, on puisse vous apporter des clés et des outils. Donc Céline, bienvenue, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je suis ravie, d'être, invitée, de pouvoir participer à ce sommet, voilà, j'adore le titre, Vitamine, ça me met en joie, ça me met beaucoup d'envie. Ah bah super, effectivement, c'est l'objectif et l'ambition aussi d'avoir quelque chose d'énergisant, d'inspirant et qui puisse permettre à d'autres de se donner un coup de boost dans leur élan entrepreneurial. Avant qu'on parle du programme peut-être Connectors, peut-être que tu peux nous parler de toi, qui tu es, qu'est-ce que l'entrepreneuriat au féminin t'inspire? Voilà, j'ai envie aussi que tout le monde puisse profiter de ton parcours et de tes pensées. Merci. Donc moi, je travaille depuis bientôt 30 ans chez BNP Paribas. J'ai occupé différents métiers, des métiers toujours en lien avec la clientèle, principalement des métiers de commerce, mais aussi des métiers de management. J'ai toujours eu la conviction que l'entrepreneuriat, c'était puissant pour créer de la valeur, pour créer de la richesse, pour créer des emplois, mais aussi toujours la frustration de constater qu'il y avait une partie, des personnes, du public qui n'osaient pas entreprendre. Et j'ai trouvé, chez BNP Paribas, des solutions pour, justement, accompagner tous les types d'entrepreneuriat. On a la chance d'être dans une entreprise qui a une politique, RSE très marquée sur le volet, sociétal et notamment autour de l'égalité des chances, et l'entrepreneuriat pour tous, c'est vraiment, une des valeurs qu'on anime chez BNP Paribas au travers de différentes communautés, parce qu'il y a plein de publics qui vont être empêchés d'entreprendre, de par, leur lieu de naissance, de par, leur genre, de par leurs études, et on a mis en place, plein de dispositifs pour faire notre métier de banquier, qui est accompagner l'économie, de financer l'économie et de pouvoir le faire pour tout le monde. Donc on a des parcours, pour les personnes qui sont, issues de parcours de réfugiés, pour des personnes qui sont issues des quartiers politiques de la ville, et on a aussi un parcours qui est pour l'entrepreneuriat féminin, parce qu'il faut quand même se marquer le constat que la place des femmes, même si elles progressent, dans l'entrepreneuriat ou même dans les entreprises, hein, dans le salariat, il y a toujours encore un décalage, entre, ben, l'entrepreneuriat des femmes et l'entrepreneuriat des hommes. Donc j'ai la chance de pouvoir animer une communauté qui s'appelle Connectors, qui mobilise ses forces, pour, bah, favoriser que l'entrepreneuriat féminin, pour que les femmes, elles prennent la juste place, dans l'économie. Donc voilà, je m'appuie sur mon parcours, qui est commercial, de manager aussi. J'ai fait aussi des ressources humaines à un moment dans mon parcours. Donc j'essaye de me servir de mon vécu à moi, aussi de salarié en tant que femme, pour, voilà, animer ce réseau et puis partager, plein de choses. On en parlera peut-être un tout petit peu après. Bah, bien sûr, avec plaisir. Et puis l'objectif, c'est effectivement de pouvoir partager le plus d'éléments possible et sur toi, ce que tu as vécu à travers aussi bah, tes clientes que tu peux accompagner, qu'on puisse expliquer ce qui est Connectors, mais aussi de parler à la fois aussi des financements, parce que c'est un enjeu aussi très fort dans Mmh. l'entrepreneuriat et souvent un élément bloquant. J'ai envie de te demander déjà pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui encore d'entrepreneuriat féminin finalement? C'est quelque chose aussi qui est important que tu soulèves et qu'on a plusieurs fois échangé ensemble. À ton avis, voilà, aujourd'hui, où est la place de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la résonance à travers la société, d'un passé, de comment toi tu vois les choses pour comprendre un peu plus ta vie? Hem, Effectivement, j'aimerais juste une chose, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat, tout simplement, qu'il soit, porté par un homme ou porté par une femme. Force est de constater que même si les choses évoluent, il y a de plus en
en plus de femmes qui vont entreprendre. Presque 40% de la création d'entreprises est portée par les femmes. Mais après, on peut déjà se dire que c'est bien 40%, mais c'est pas 50%. Et en plus, quand on va rentrer dans le détail, on va voir que ces 40%, c'est globalement porté à 90% par de la micro-entreprise, de l'auto-entrepreneur. Donc, les femmes, elles entreprennent plus, mais peut-être pas encore au juste niveau qu'on pourrait attendre. Et ça, c'est certainement lié, enfin, c'est lié à plein de facteurs, hein. Le poids de J'allais dire le poids de la société, un poids historique. Il ne faut pas oublier que les femmes ont une autonomie financière, ont le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom sans demander l'autorisation à leur père ou à leur mari d'ouvrir un compte bancaire que depuis 60 ans. Donc aussi, les femmes, moi je dis souvent, on est moins entraînées encore, on a moins l'habitude que les hommes à gérer de l'argent, à gérer une entreprise, à se mettre à son compte. Donc même si ça progresse, c'est pas encore au bon niveau enfin, je sais pas si c'est au bon niveau, mais au juste niveau en fait, qu'on soit à l'égalité. Et il faut qu'on accompagne ce développement. Il faut encore se donner des outils. Euh, Ce qui est quand même très significatif, c'est que l'entrepreneuriat féminin, il est bourré de qualité en fait. Moi je dis, il est super efficace. Il est super efficace parce que quand on regarde les taux de création et les taux de survie des entreprises à 3 ans, quand c'est une entreprise portée par une femme ou par une direction mixte, hommes et femmes, enfin, on va dire multidimensionnelle, le taux de pérennité d'entreprise est plus fort que quand c'est une entreprise qui n'est portée que par un homme. C'est des entreprises qui sont gérées, alors j'utilise l'expression, elle est rigolote pour les femmes, mais elles sont gérées en bon père de famille. C'est-à-dire que la femme chef d'entreprise, elle réfléchit à tous ses investissements, à comment elle va les structurer. Parce que elle, ce qu'elle cherche, c'est avoir de l'impact, c'est avoir de la durabilité de son modèle économique et d'avoir un impact positif sur son environnement, de créer de l'emploi. Je ne dis pas que les hommes ne le pensent pas, c'est pas mon propos, mais les femmes, c'est vraiment très ancré dans leur démarche et pour y arriver, elles se professionnalisent beaucoup. Elles vont se former. Il y a plus de femmes qui vont aller suivre des parcours de formation de chef d'entreprise, de création d'entreprise que les hommes. Elles se documentent beaucoup, elles vont beaucoup chercher. Donc, c'est l'entrepreneuriat porté par des femmes est plus périn parce qu'il est plus structuré, il est bien pensé et toujours avec l'objectif de préserver l'emploi ou de générer de l'emploi, de se créer son travail. Donc, Ok, c'est très, très positif l'entrepreneuriat féminin. Mais, mais, il y a aussi des limites. bien sûr. Il y a encore des choses qu'on fait pas qu'on fait un peu moins bien que les garçons. Mais il faut qu'on s'entraîne, c'est pour ça. Et tu penses à quoi particulièrement pour rester là-dessus, pour pas t'enlever cette idée-là? Ouais. Sur quoi est-ce qu'on se limite encore et quelles sont vraiment Mm, les problématiques qu'on a besoin encore de travailler davantage mm. pour arriver aussi au bon niveau? Ouais. Mais en fait, c'est souvent des biais qui sont portés par notre environnement. Déjà, un des premiers qu'il faut souvent traiter et qui se pose assez systématiquement, et je vais partager une remarque après, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Euh, à une, j'ai animé une conférence il n'y a pas très longtemps sur une femme chef d'entreprise. On lui a posé la question, mais comment vous arrivez à gérer votre vie privée, votre vie professionnelle ensemble? Je ne suis pas sûre qu'à un homme chef d'entreprise, on lui pose cette question-là. Donc il y a ce biais il y a ce poids qui est quand même voilà la répartition euh, des charges entre les hommes et les femmes, même si ça progresse, il y a encore un déséquilibre. Donc c'est un point qu'il faut bien avoir traité en amont de sa création ou de sa carrière professionnelle. Se dire, bah voilà, je vais m'engager dans quelque chose. Est-ce qu'on est tous alignés, mon environnement, pour être d'accord que je me lance là-dedans? Moi, je partage une expérience personnelle de salarié. Quand j'ai pris mon premier poste à responsabilité chez BNP Paribas, j'avais des enfants en bas âge. Ma fille venait de naître et j'ai dû déménager. Et j'ai eu des personnes de mon entourage qui m'ont dit, mais franchement, tu casses les pieds à tout le monde avec ton ambition. Tu fais déménager tout le monde, ça va faire de la charge supplémentaire à mon mari. Je lui dis, mais en fait, le sujet, il n'existe pas puisqu'on est alignés tous les deux sur ce sujet-là. Donc, il faut le traiter et il faut l'assumer. Voilà, je pense qu'il faut se dire, oui, ben, je vais y arriver, je ne suis pas toute seule, je suis entourée, sans se justifier, mais se dire que c'est possible. Donc voilà, moi,
dis souvent, il faut savoir organiser son incompétence ménagère. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire, bah, voilà, c'est pas mon ménage, c'est pas mon repassage, c'est pas ma cuisine, c'est des tâches qu'il faut accepter de aussi partager. Donc voilà, il faut c'est un des biais enfin, je sais pas si c'est un biais, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience et de se dire que ça s'organise. Et plus c'est organisé, plus ça apporte de la sérénité et de la tranquillité d'esprit. Donc, l'entrepreneuriat féminin, il peut être bloqué par ça. Il peut être aussi bloqué par d'autres choses. Et là, c'est tous les syndromes, syndrome de la bonne élève, par exemple, ou le Ouais. syndrome de l'imposteur, qui sont aussi liés à des sujets d'éducation et de poids de la société. Les filles, elles doivent être les bonnes élèves, avoir les meilleures notes, chercher à faire plaisir. C'est encore très marqué. Donc, il faut aussi savoir se détacher de ça parce que quand on va entreprendre, ça va pas marcher à tous les coups. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Des fois, on va être obligé d'arrêter son activité. Donc, il faut être capable de se détacher de ça. Et même dans le monde du travail, se dire que ça ne peut pas marcher tout le temps. Alors moi, j'ai la chance d'avoir été une très mauvaise élève à l'école, donc du coup, j'ai pas du tout le syndrome de la bonne élève, mais je pense que ça allège de façon générale la charge mentale. Heu, L'objectif, c'est pas d'être à 120 tout de suite. Si l'attendu, c'est 100, eh ben, soyons d'abord à 100. Donc je pense qu'il faut aussi l'accepter, hem et de façon générale, d'accepter que quand on est un chef d'entreprise, on ne peut pas gérer tout seul. Il faut accepter de se faire entourer, il faut accepter de se faire aider, et il faut accepter l'échec, il faut accepter la remise en cause. Donc ce syndrome de la bonne élève, mais qui marche aussi chez les hommes, hein. Il y en a aussi beaucoup qui ont ce syndrome de l'élève parfait. On devrait peut-être même dire l'élève parfait plutôt que la Mm. bonne élève, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est limitant, je pense, hein. Ouais, tout à Et fait. c'est peut-être aussi un peu plus marqué chez les femmes. Mais on en a plein d'autres, hein. Il y a le syndrome de l'imposteur aussi, hein. On se Ah ben, dire, syndrome de l'imposteur, très voilà, marqué. très marqué et qui marche aussi chez les hommes aussi, je pense. Mais là aussi, on est dans une culture où, où il faut tellement réussir tout le temps, se dire que on n'a pas la place à l'erreur. Et l'erreur, elle est humaine. On ne peut pas toujours tout savoir. Et de se dire, moi, ça m'est arrivé hein, quand on m'a confié des postes à responsabilité, de dire, parce que c'est difficile quand on prend une nouvelle mission, quand on change un nouvel quelque chose, il y a une phase où c'est un peu, il y a l'euphorie les 100 premiers jours où on se dit: «Ah c'est génial» et puis après on commence à douter et là on peut se dire: «Voilà, ils ont fait une connerie, ils vont finir par s'en rendre compte». Et quand on crée son entreprise, c'est pareil. Au début, on est enthousiaste, on a envie, on croit à son projet, puis on commence à avoir les premiers doutes et puis se dit: «Oh là là, mais j'ai fait une connerie, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi je me suis lancée? Encore une fois, de toute façon, je vais me planter». Donc c'est vraiment très humain. En fait, c'est même pas, c'est pas humain, c'est votre cerveau. C'est notre cerveau qui est programmé comme ça. Quand on s'intéresse aux neurosciences, les neurosciences expliquent bien que le cerveau, sa mission, c'est de nous maintenir en vie. Donc Oui. lui, dès qu'il voit un truc qui lui fait peur, qui l'inquiète, il va envoyer des signaux d'alarme en disant: «Mais barre-toi, tu es en train de faire une bêtise». Moi, j'utilise toujours l'image, votre cerveau, c'est quand, pendant le monde préhistorique, on voyait un dinosaure et on vous disait: «Mais barre-toi, tu vas te faire manger par le dinosaure». On rencontre quand même beaucoup moins de dinosaures à la date d'aujourd'hui, mais on rencontre plein de situations où on ne sait pas. Et donc votre cerveau, lui, c'est de vous protéger, c'est de vous maintenir en vie. Donc il va vous dire: «Prends aucun risque, ne prends aucun risque». Donc il va vous limiter, vous envoyer que des messages négatifs puisqu'en plus il retient plus facilement le négatif que le positif. Donc c'est vraiment, voilà, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il est lié au fait que votre cerveau, il veut vous maintenir en vie et dès qu'il a peur et ben, il se met en protection. Donc il faut arriver aussi à hacker son cerveau pour dire: «Oui, OK, on n'a jamais vu cette situation, mais on va s'en sortir, on va y arriver, on a les ressources nécessaires». Donc hem et là aussi, les femmes, elles sont aussi peut-être plus sensibles à ces sujets-là, puisqu'elles sont un petit peu moins entraînées à faire face, des fois, dans le monde du travail, dans le monde de la création d'entreprises, à ces situations, un petit peu risquées. Moi, je dis souvent, les hommes, ils y vont plus au talent. Ils se disent que ça va passer, mais Mmh. nous aussi, ça passe. Il faut juste en être convaincu et juste, se forcer et peut-être qu'il faut, aller rencontrer d'autres personnes. C'est le sujet des rôles modèles ou des réseaux Oui. dont voudrais parler tout à l'heure, mais ça permet, d'aller un petit peu plus loin et ce qui est valable, moi, j'ai à un moment, j'étais en charge de recrutement chez BNP Paribas et quand on recrutait, à l'époque, on posait encore cette question: «Vous voyez où dans 10 ans?» Donc je pense que c'est une question qui est un peu désuète parce que vu les évolutions de l'entreprise, mais
C'est Euh, vrai. les garçons, très souvent, on me disait, bah, dans deuxième ou troisième poste, moi, je vais être manager, directeur d'agence. Jamais, une seule fois, une femme m'a dit qu'elle voulait être directrice d'agence. Oui, bah, je verrai, je prendrai peut-être un poste sur une clientèle un peu plus compliquée. Aucune, jamais, il y en a une qui m'a dit, je veux faire directeur d'agence. Parce qu'en fait, c'est de l'autocensure. Une femme, Oui, elle considère qu'elle doit remplir au moins 100% des items sur une offre d'emploi pour répondre, alors qu'un homme, à 70, il tente le coup. Donc voilà, mais c'est une question d'entraînement, c'est une question d'éducation. C'est pas la faute des hommes, c'est pas la faute des femmes, c'est le poids de la société qui est comme ça depuis longtemps. Donc il faut qu'on continue à travailler. Et c'est compliqué parce que ça nous fait nous mettre un peu en danger, sortir de sa zone de connu, la zone dont on a l'habitude, qu'on connaît bien. J'utilise volontairement pas le mot zone de confort parce que le confort c'est agréable quand même, mais et en sortir c'est inconfortable. C'est pour ça que je dis plutôt oui. la zone de connu parce qu'on va aller pour traduire ce sentiment de peur d'aller vers l'inconnu. Donc Mm. voilà, il faut encore qu'on s'entraîne un petit peu. Voilà. Et Oui, c'est puis, sûr. et puis tout ça, bah, tous ces sujets qui sont liés à l'éducation, on le retrouve aussi sur un volet qui est extrêmement important dans l'entrepreneuriat, c'est le volet de l'argent en fait. Parler d'argent, je l'ai dit, ça fait que 60 ans que les femmes, elles ont doivent avoir un couple, donc parler de l'argent, c'est moins évident, hein. Dans un couple, c'est pas toujours la femme qui va gérer l'argent. C'est pas, c'est des statistiques qui le montrent. Il y a des endroits où c'est très équilibré, mais c'est pas encore la norme. Et en fait, quand on crée son entreprise, on doit parler d'argent, on doit parler de chiffre d'affaires, on doit parler on doit parler de tarification avec ses clients. Et on voit que souvent, les femmes, elles n'osent pas parler du chiffre d'affaires, elles n'osent pas parler de vente. Mais sauf que la vente de services, de produits ou de prestations, c'est le nerf de la guerre. Et on voit bien que les femmes, elles ont un petit peu de mal sur ces sujets-là. Et quand tu te mets côté banquier, ben, les femmes, elles n'osent pas demander de crédit, souvent. Moi, je donne toujours cet exemple. Souvent, viens nous voir, j'ai besoin d'un petit crédit pour mon petit projet. Non, en fait, tu n'as pas besoin d'un petit crédit pour ton petit projet. Tu as besoin d'un crédit adapté à l'ambition de ton projet. Et Ouais. un jour, dans une conférence, j'ai une femme chef de projet, chef d'entreprise, je raconte cette histoire et elle se lève et dit: «Ah non, non, mais moi j'ai besoin de beaucoup de sous parce que j'ai un super gros projet». Et je lui dis: «Mais c'est génial, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est de se dire en fait, c'est pas avoir besoin de beaucoup de sous, mais c'est assumer le fait que en te mettant en création d'entreprise, tu vas avoir besoin d'un levier financier et que le levier financier, c'est normal de le demander, il faut être calibré. Et là, le rôle du banquier, c'est de vérifier que c'est bien aligné. Et chez Mm. BNP Paribas, on est attentif à ce sujet-là parce que sinon, si on... En plus, ça renvoie un message un peu négatif aussi, peut-être, quand on présente un projet, qu'on ne calibre pas bien le financement parce qu'on n'ose pas Ouais. demander. C'est-à-dire, on se dit, bah, ouais, en fait, elle a des projets, mais est-ce que ça va être assez solide pour développer, parce qu'elle ose, bah, je dis elle volontairement, mais euh, le porteur de projet n'ose pas nous demander l'argent dont il a besoin. Donc, est-ce qu'il sera capable de tenir tête face à des clients, face à des fournisseurs? Comment est-ce qu'il va négocier? Donc, Mm. c'est pas que le fait de demander de l'argent, c'est le fait de se positionner comme un chef d'entreprise qui Mm. accepte que des fois, il va être challengé par un fournisseur, par un client et par un banquier, et qu'en s'affirmant, en ayant bien identifié de ce quoi il avait besoin, et ben, du coup, ça donne de la crédibilité à son projet. Voilà. Parce Je que pense que tu mets demander le, des sous a posteriori, c'est difficile. C'est clair, ouais. Je pense que tu mets le doigt dessus aussi en disant, voilà, en s'affirmant, parce que tout ce que tu dis ici me ramène plutôt à une sensation de ce manque de confiance, de ne pas oser, de pas assumer, de s'excuser un peu, d'avoir un petit projet, d'avoir besoin d'un petit peu de sous. Et c'est là où Mm, souvent, quand tu dis on n'est pas assez entraîné, souvent les femmes, en rapport à l'argent, c'est la valeur effectivement qu'on va se donner. Et ce rapport à l'argent, là, cette relation qu'on a avec l'argent, c'est quelque chose d'important à travailler mm, pour justement arriver à bien vendre, arriver à bien se vendre, arriver à bien mm, gérer toute la partie, comme tu dis, projet, de tout le financement qui va aller derrière. Et j'imagine que ça fait partie aussi des outils qui sont nécessaires et que bah, tu mm, expliqueras aussi avec Connectors, qui peuvent être aussi notamment la clé au-delà du financement mm, que vous mettez en place et comment derrière, je vais effectivement
assumer mon projet, y aller pleinement et ne pas faire, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport aux 40% des femmes qui entreprennent aujourd'hui. Ok, super, moi je suis surprise de voir 40%, mais tu as raison de souligner que souvent c'est de la micro-entreprise et c'est même au-delà de ça, de la Ouais. micro-entreprise à côté d'un poste en salariat. Et que Mm. quand du coup Tout c'est à à fait. côté, ça n'a pas exactement la Mm. juste place que tu Mm. disais tout à l'heure, vouloir vraiment donner, ou on pourrait donner Mm. à ce projet-là. En fait, je pense que ça renvoie un petit peu plus loin au fait de se dire que être ambitieuse, avoir de l'ambition, c'est pas un gros mot, hein, Et oui. c'est pas un gros mot, hein. Voilà, c'est légitime d'avoir de l'ambition, d'avoir envie de porter un projet. Et il y a des très belles idées, il faut les structurer et il faut se faire accompagner sur ça. Parce que après, l'idée, c'est pas de prendre les codes usuels des hommes. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a de moins en moins d'hommes qui ont des codes comme ça, mais c'est pas d'être, enfin, c'est de garder son tempérament, de garder sa personnalité, mais de s'en servir, de bien la connaître et de s'en servir comme un vrai levier pour assumer son ambition et après structurer. Euh, des fois, c'est difficile d'y aller tout seul. Et donc, moi, ce que je prône et ce que de façon générale on prône sur l'entrepreneuriat, c'est que pour s'en sortir, il faut sortir. C'est pas moi qui le dis, c'est Catherine Barba qu'on a pu voir notamment dans des émissions sur la 6, pas faire de publicité, mais qui a enfin voilà, qui donne plein de conseils sur comment réussir sa vie d'entrepreneur. Et elle dit pour s'en sortir, il faut sortir, il faut aller rencontrer des clients, il faut aller voir des fournisseurs, il faut se former, il faut faire du networking. Et ça, je pense que c'est la clé pour arriver à faire passer l'entrepreneuriat féminin dans son bon niveau. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de faire, nous, en tant qu'établissement bancaire, avec le programme Connectors, qui n'est pas un programme, c'est pas une offre commerciale. J'insiste vraiment sur ce point-là. C'est avant tout donner l'accès alors c'est pas qu'à nos clientes, hein, ça, c'est ouvert à tout le monde, clients, prospects, donner l'accès aux femmes chefs d'entreprise, au bon réseau pour les aider à cranter leur activité. Donner l'accès à des réseaux de networking où elles vont pouvoir échanger, rencontrer des clients. Donner accès à des ateliers de formation pour les aider à développer ou à prendre conscience ben, des biais, des atouts de l'entrepreneuriat, mais aussi des soft skills qui sont nécessaires pour faire de l'entrepreneuriat. C'est de les alimenter en compétences et aussi de les accompagner sur le volet du crédit avec une approche euh, détachée du genre, mais attachée au projet en réalité. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec ce dispositif Connectors. On s'appuie sur nos partenaires BNP Paris, enfin nos partenaires. On est partenaire avec plein de réseaux d'entrepreneuriat, qu'ils soient féminins ou mixtes, avec plein de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Et donc nous, on essaye de faire, on fait les connexions, on fait se rencontrer, puis on fait aussi se rencontrer euh, les femmes entre elles, dire bah tiens, on fait des événements régulièrement Du sur des présentiel? thématiques. Ouais, on fait du distanciel et du présentiel. Euh, on n'a pas d'engagement sur un rythme particulier, mais on essaye de faire au moins, alors je vais donner l'exemple sur Lyon, mais au moins 2 sessions par an en présentiel. Et puis après, on s'appuie aussi sur nos réseaux partenaires qui s'occupent de l'entrepreneuriat féminin. Je vais en citer deux, par exemple les premières. Et puis on peut aussi avoir Femmes des territoires, qui elles aussi organisent des choses. Donc on s'adosse à elles pour donner des éléments euh, de compétences et de formation sur ces sujets-là. Donc Je c'est trouve ça vraiment, c'est magnifique. vraiment ça notre démarche. Puis en plus, ça marche super bien, quoi, en fait. Déjà, personnellement, on fait des super rencontres parce que moi, j'adore travailler avec les entrepreneurs. Je trouve qu'il y a une énergie, une créativité. Je suis extrêmement admirative parce que moi, j'adore accompagner les chefs d'entreprise, mais je suis très bien salariée. Je pense que je sais pas mon modèle. Voilà, ça nécessite de l'autonomie, de la résilience, être capable de se prendre en main et d'avancer. Moi, je suis la reine de la procrastination des fois. Donc, je pense que ça me
conviendrait pas. Donc, je suis extrêmement admirative d'accompagner les chefs d'entreprise parce que j'adore la créativité, l'imagination et l'énergie qui dépensent. Donc, on fait des super belles rencontres, hyper intéressantes, on découvre plein de nouvelles tours. Vous avez des idées juste géniales, hein, les chefs d'entreprise. Et voilà, ça fait des belles rencontres et surtout, en tant que banquier, on a vraiment l'impression d'aller un petit peu plus loin que notre métier. Notre métier, c'est de faire des financements. Mais s'arrêter là, c'est dommage, quoi. On a vraiment envie de, je vais parler pour BNP Paribas, mais je pense que tous mes confrères sont dans cette logique, d'être vraiment un partenaire de confiance, hein. Quelqu'un qui va être là quand l'entreprise va bien, quand l'entreprise va un petit peu plus mal, quand l'entreprise a des doutes, d'être capable d'orienter vers les bons interlocuteurs. Moi, je prends souvent l'image du médecin de famille. Moi, mon travail, c'est de faire des crédits. OK. Mais des fois, mon client, mon porteur de projet, il a un problème de la mise en visibilité de son offre commerciale. Donc, des fois, c'est aussi d'être capable de lui dire, bah, tiens, on a des solutions pour vous aider enfin, vous orienter vers des personnes qui vont vous aider à faire votre site internet, qui vont vous aider à faire de la gestion de vos paiements en ligne, qui vont tout simplement vous aider à faire de la gestion de votre trésorerie. Donc, on essaye vraiment d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de faire les bonnes connexions avec nos partenaires. Et puis, après, en organisant tout simplement des événements pour se faire rencontrer l'écosystème. Et puis après, chacun fait son petit networking de façon efficace. Ouais, c'est ce que je trouve vraiment super dans ce que tu expliques, dans ce que tu fais, parce que tu n'es pas entrepreneur aujourd'hui et c'est pas ton souhait. Et à nouveau, hein, on force personne ni à l'être et ni à ne pas l'être. L'idée, c'est d'être au bon endroit, là où nous, ça nous semble Mm. ajusté. Et ce que je trouve chouette, vraiment, c'est que c'est cet encouragement, cette volonté que tu as d'aller aider des femmes qui sont justement, qui débordent d'idées, qui ont envie Mm. d'entreprendre, qui ont envie de faire, mais à vraiment prendre la totalité de leur place dans la Mm. société et de mesurer déjà Mm. à quel point déjà c'est génial ce qu'elles ont entrepris au-delà de Mm. mettre sur papier, de demander le financement, etc. Mais c'est déjà au départ de comprendre que entreprendre, c'est déjà au départ dans la tête et après comment je le matérialise. Mm. Donc ça, c'est chouette. Mm. Et cet accompagnement avec Connectors, tu me disais aussi qu'il y a cette notion financière, donc ok, le financement, mais il me semble que tu m'avais expliqué aussi qu'il y a notamment comment on se prépare à un rendez-vous Ouais. avec sa banque, parce que tu t'expliquais Mm. tout à l'heure qu'on arrive, on s'excuse un peu, je voudrais qu'un tout petit truc, Ouais. mais c'est quelque chose aussi dans la Mm. posture et dans la notion de porter son projet, dans la préparation du Ouais. rendez-vous, si tu veux en expliquer un petit Mm. peu aussi ce que c'est. En fait, on fait au-delà alors on fait des ateliers sur les soft skills, tout ça, j'ai marqué, mais on fait aussi des ateliers comme c'est comment bien parler à son banquier finalement. Ou alors c'est de comment bien présenter, quels mots on utilise, comment on se prépare à l'avance. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait. Le banquier, des fois, puis l'entrepreneuriat, on vous parle des fois on va parler de fonds de roulement, de BFR, de capacité d'autofinancement. Donc, puis en plus, des fois, on ne vous le détaille pas comme ça, on vous dit CAF, FDR ou BFR. Donc voilà, c'est encore plus simple. Parce qu'on adore les abréviations, les banquiers. Donc on forme aussi sur ces sujets-là. On fait des ateliers pour dire, bah voilà, quand je vais aller voir un banquier, qu'est-ce qu'il faut que je lui raconte? Comment je dois présenter? Sur quoi est-ce que je dois être capable de répondre? On s'appuie aussi souvent sur nos réseaux d'experts comptables qui sont vraiment qui sont vraiment une clé très, très importante dans la création d'entreprise. Souvent, quand on crée, on se dit non, on va pas dépenser beaucoup de sous, donc je vais faire mon prévisionnel avec Excel, machin et tout. Honnêtement, ça vaut souvent la peine de se rapprocher d'un expert comptable qui va pouvoir challenger et qui va faire un vrai prévisionnel avec une vraie étude de marché. Donc, nous, on fait des formations, on en anime régulièrement sur comment bien parler à un banquier. Voilà, comment est-ce qu'on présente. Et puis, on dit aussi que des fois, on va parler à son banquier, on va pas nous dire oui, et le banquier va pas nous dire oui. Donc c'est pas bien comprendre, c'est pas parce que le banquier il est méchant, c'est que le banquier il a une connaissance du marché, il a des références clients, il a des benchmarks, qui va être capable de nous dire bah, là ça va pas fonctionner parce que ton prix il est pas adapté, parce que ton emplacement en fait tu veux t'installer là à tel endroit pour vendre des bonbons par exemple et en fait nous on sait qu'il y a 6 mois il y avait quelqu'un qui était dans la rue en face qui s'est installé pour vendre des bonbons, il a déposé le bilan. Donc on a cette
connaissance des secteurs d'activité, des zones géographiques, des marchés, de la rentabilité moyenne des entreprises du secteur qui vont nous permettre de challenger et de dire que bah là, ce que tu nous présentes, c'est une bonne idée, mais économiquement, on pense que le modèle économique n'est pas abouti. Et souvent, un non, c'est jamais un non définitif, c'est un non en disant bah, il faut retravailler ça. Ou Retravailler. alors, des fois, on dit non parce que en fait, c'est pas notre secteur d'activité. Voilà, il y a des banques qui sont plus expertes. BNP Paribas, on sait bien financer l'innovation, par exemple. Il y a d'autres établissements bancaires sur l'innovation, c'est moins évident. Donc aussi, il faut se dire que un non dans un établissement, c'est pas forcément un non à un autre endroit. Donc il faut aussi, en tant que banquier, accepter qu'on joue entre confrères. Et puis des fois, le levier de financement, c'est pas la banque en premier. Ça peut être la Love Money, ça peut être des opérations de cross-funding, ça peut être des financeurs de type BPI ou par exemple encore l'ADI qui va aller faire du microcrédit, enfin c'est jusqu'à 15 000 euros l'ADI. Donc on est aussi là pour expliquer voilà, comment je parle bien à mon banquier, qu'est-ce qu'il est important de lui expliquer, sur quelles questions je dois être capable de répondre. Et puis quand on nous dit non, bah, voilà, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer voilà, de faire basculer son projet du bon côté pour qu'il devienne bancable par les banques. C'est vrai que Donc on fait ce type d'atelier. ce que tu disais tout à l'heure, pour reprendre aussi tes éléments du début, où tu disais qu'il y a l'accompagnement est aussi intéressant ici, parce que quand il y a des moments difficiles comme ça, comme celui-ci, où bah tiens, j'ai un non, ou bah tiens, il y a un moment un petit peu creux dans mon activité, où je procrastine, Mm. pour reprendre aussi ton mot tout à l'heure, voilà, toutes ces phases-là qui sont difficiles. Il me semble, et pour l'avoir vécu aussi et le vivre parfois, le, l'élan dont on a besoin à ce moment-là, c'est l'environnement, c'est l'accompagnement, c'est le réseau. C'est comment est-ce qu'on peut s'appuyer à ce moment-là sur des gens, sur un networking, sur un réseau, sur des ateliers, sur qu'est-ce qui est clé pour moi. Et effectivement, quand on sait ce qui fonctionne pour soi, quand on a expérimenté certaines choses, c'est encore plus simple. Mais sinon, c'est aussi à travers, j'imagine, des accompagnements comme Connectors où tu parlais aussi femmes des territoires, Mm. et il y en a une multitude, mais à ton Ouais. avis, quelle place vraiment prend le réseau, en tout cas l'environnement, le fait de ne pas être seul dans la réussite d'un projet entrepreneurial? Moi, je pense que ça joue une grande place, l'accompagnement. Et d'ailleurs, quand on intervient dans des réseaux, quand on parle avec enfin, toutes les structures qui sont autour de l'entrepreneuriat, on voit bien qu'on est tous complémentaires. Le chef d'entreprise, il peut pas rester tout seul. Il faut qu'il parle à son banquier, il faut qu'il parle à son expert comptable, il faut qu'il parle à son avocat, il faut qu'il parle à son juriste, il faut qu'il parle à tout le monde. Donc en fait, moi je pense qu'une des clés du succès, c'est vraiment ça, c'est de pas rester tout seul. Quand ça va bien, il faut aussi être capable de valoriser et d'être content de sa réussite et de le partager, ce qui est pas très français, hein, on va pas se mentir, parce que voilà, on n'aime pas trop parler de nos réussites. Mais même quand ça va mal, il faut aussi le partager. Donc moi, je pense que vraiment, il faut pas rester seul, voilà, et pas hésiter à dire que voilà, des fois, ça peut être un peu compliqué et aller chercher des ressources. En fait, je pense que on a la chance en France que finalement, l'accompagnement de l'entrepreneuriat, il existe. Il y a plein de dispositifs, que ce soit avec la Banque de France. Il y a plein de dispositifs qui sont souvent méconnus. Par exemple, j'étais à la Banque de France il y a 15 jours et on nous a reparlé des dispositifs d'accompagnement de la Banque de France. La Banque de France, elle est capable d'accompagner des porteurs de projets en amont des difficultés. Elle intervient pas juste quand ça va pas, elle fait des formations, elle peut donner des conseils. Donc, euh, je trouve que l'entrepreneuriat, on peut le faire en s'entourant de beaucoup de compétences qui vont sécuriser. On n'est jamais à l'abri, hein, parce qu'il y a des risques de marché, il y a plein des risques commerciaux, tout simplement. Mais on peut être très, très accompagné. Moi, je pense je pense qu'une des clés de la réussite, c'est l'accompagnement. Et puis, si on fait sur le volet financier, c'est pas hésiter à challenger différents banquiers, parce que finalement, c'est aussi des questions de personnes. Il faut trouver la personne qui va être convaincu par votre idée, qui va être convaincu par votre énergie et qui va avoir envie de présenter votre dossier et de le défendre. Parce qu'en fait, dans les banques, il y a des comités de décision régulièrement et donc à un moment, on doit vendre votre dossier, le présenter
et de trouver la personne avec qui vous êtes en confiance, ça c'est effectivement extrêmement important. Euh, et puis, je pense que toutes les banques, hein, ont quand même bien évolué fait évoluer leur posture de collaborateurs, pour qu'il n'y ait pas de biais, hein, qu'on n'analyse pas un dossier de femme de façon moins professionnelle ou efficace qu'un dossier porté par un homme. Et que si des fois vous tombez sur des gens qui vous avez l'impression qu'ils ne vous prennent pas au sérieux, bah, changez d'établissement bancaire, quoi, hein. Donc nous, on forme l'ensemble de nos collaborateurs, on charge la clientèle des professionnels à ces sujets d'égalité homme-femme. On les forme en tant que salariés, parce que c'est des choses que porte l'entreprise de façon très marquée, puis aussi en tant que conseiller en termes de posture, pour que vraiment on étudie le projet par rapport à sa qualité et à la qualité du porteur aussi, par rapport à ses compétences, ses connaissances, et pas par rapport à son genre. Il y a encore, hein, des biais. Les femmes ont du mal à lever, notamment quand elles vont faire des levées de fonds auprès de business angels. Elles ont des fois un petit peu plus de mal à lever des fonds. Mais sur le domaine bancaire, voilà, on est vraiment dans une logique de distribution la plus égalitaire possible. Hmm. Donc il y a un accompagnement quand même suffisamment Ouais, fort, tu le ressens en tout ouais, cas par les banques oui, pour vraiment aider ouais. Et puis l'entrepreneuriat, en plus, qu'il soit homme ou ouais. femme, hein. Ouais, et puis il faut pas. Et voilà, l'entrepreneuriat, c'est un super levier. Sur l'entrepreneuriat féminin, en plus, il y a plein de dispositifs avec des prêts d'honneur, avec des garanties spécifiques, justement pour favoriser. Donc là aussi, plus on est entouré, bah, plus on sait ce qu'il existe et plus on peut tout actionner et on peut aller plus facilement utiliser voilà, toutes les subventions, toutes les aides, tous les leviers qui sont possibles. Et puis nous, nos chargés d'affaires, ils sont aussi formés sur les différentes garanties, aides qui peuvent être destinées à toute forme d'entrepreneuriat. Donc voilà, faut pas hésiter. Qu'est-ce qui te semble être une des premières phases les plus essentielles quand on veut obtenir un financement ou quand on veut se renseigner même déjà sur un financement? Par où on commence? Par quoi on commence? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme clé qui pourrait rassurer, On, aider? on commence. On a bien préparé son dossier d'abord. On sait de quoi on va parler. Non, mais Ouais. voilà, il faut bien connaître son projet, être capable de le pitcher rapidement, d'expliquer rapidement c'est quoi, à quel besoin je réponds, comment je vais y répondre, en quoi je suis innovante et ce que je viens vous demander. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut. Et puis, il faut avoir chiffré son activité. Aller voir un banquier juste au début, dire bah voilà, j'ai telle idée, mais sans chiffres, personne ne va pouvoir vous accompagner. Il faut quand même avoir préparé une étude de marché, s'être renseigné sur la concurrence, être capable de donner des premiers éléments. Donc voilà, aller voir un banquier trop tôt, ça n'a pas d'intérêt, hein. Mais par contre, aller voir un banquier avec un minimum d'informations, c'est bien. Puis après, on peut aller voir tout simplement se tester sur son banquier, déjà à titre privé. Voilà, parce qu'il vous connaît, il sait comment ça fonctionne, donc ça peut être un premier essai. Puis pas hésiter à faire marcher la concurrence. Voilà, exactement. Se dire, bah voilà, il faut essayer plusieurs parce que c'est possible que des fois, à des endroits, vous disent non et à d'autres endroits, vous disent oui. Donc voilà, c'est la phase de préparation, elle est quand même assez importante pour multiplier les chances bah, d'obtenir un financement. Il faut que ce soit voilà, bien calibré, bien chiffré au départ quand même. Ok. C'est ce que j'allais te Donc demander ça, c'est un aussi au des niveau de la premiers. concurrence. À ton Ouais, avis, comment est-ce que tu pourrais conseiller d'aller choisir à qui on s'adresse? Est-ce qu'il y a des plus généralistes? Est-ce que tu vois, il y aurait des trucs à ouais, savoir comme ça, de se dire, tiens, tu veux ça, tu vas ici, ou effectivement d'abord ton banquier, après t'en choisis trois autres, comment les choisir? ouais. Moi, je dis effectivement, son banquier en premier, c'est bien parce il vous connaît. Donc déjà, c'est plus simple. Et puis après, il ne faut pas hésiter à aller voir sur les sites des établissements bancaires euh, quelle est leur approche sur les crédits. On a des confrères qui sont très à l'aise sur l'innovation. Il y en a qui sont plus à l'aise sur les professions libérales. Il y en a qui sont plus à l'aise sur les artisans commerçants. Donc voilà, il faut aller regarder l'offre de services qui est proposée et puis aller solliciter deux, trois avis bancaires. C'est pas du temps perdu, c'est normal. Et puis à un moment, dans la croissance de des activités, une entreprise, quand elle commence à avoir un certain niveau de chiffre d'affaires, à un moment où des besoins de crédit de plus en plus importants, à un moment, elle n'aura pas qu'un seul banquier, elle en aura plusieurs. Donc voilà,
C'est aussi par l'intermédiaire des réseaux, si vous êtes accompagné par un réseau, de dire bah, tiens, mon réseau, il conseille quel établissement bancaire, il oriente vers quel spécialiste, euh, quel, quelle banque en spécifique suivant ses besoins. Donc voilà, il faut se renseigner, il faut faire marcher la concurrence, très, très clairement. Et puis faire marcher ces connaissances que j'entends que tu dis, voilà, faut être accompagné, etc. Et je pense que depuis le début aussi, là où j'ai la sensation que tu insistes, et alors j'y vais aussi complètement avec toi, les pieds dans le plat, c'est vraiment c'est de discuter, c'est d'échanger avec les autres, avec son entourage, avec les experts, avec ceux qui ne le sont pas, enfin, en fait, c'est de parler, de communiquer. Et là, tu vois, tu l'expliques aussi à travers l'idée de juste la banque, bah, de toute façon, si on te dit non, 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 il y a un moment donné déjà, on te dira oui, mais au-delà de ça, c'est ça t'apprend à pitcher, ça t'apprend à faire à faire ta présentation, à aller te re-questionner, te dire ah mince, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je regarde autrement. Et donc, le fait de le faire, d'échanger, d'être en contact avec des gens, ben, même si c'est des non, ça fait progresser. Donc, j'ai la sensation que c'est aussi ce que tu dis depuis le début, que voilà, faut aller au-devant des autres. Ouais, bah en fait, il faut se dire que euh, c'est un boulot de commercial, le boulot de chef d'entreprise, hein. Parce qu'on va devoir se vendre tout le temps. Donc, plus on va s'entraîner, plus ce sera simple. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à partager avec des personnes qui ont les mêmes préoccupations. C'est pour ça que j'insiste aussi sur l'aspect du networking. Le networking, c'est pas seulement pour trouver des clients, des fournisseurs. Ça peut être des mises en relation, puis c'est aussi juste un moyen aussi des fois de reprendre de l'énergie, de se dire que finalement, c'est la confiance en soi, c'est pas un capital, c'est pas un truc qu'on a et puis qui reste statique tout le temps. La confiance en soi ou son ambition, son énergie, des fois elle fluctue et puis des fois elle est en bas, puis des fois elle est en haut et ben il faut pas hésiter à aller au contact des autres justement pour reprendre de l'énergie. Alors, il faut éloigner les personnes qui sont très critiques, mais il faut garder les personnes positives. Et je trouve que euh, dans les communautés, dans les networking féminins, il y a cette énergie d'entraide qui est quand même très forte. Et je dis, il faut capitaliser dessus. Les hommes, ils savent très bien le faire, à se mettre en relation, à se connecter les uns les autres. Tiens, j'ai pensé, j'ai un service. Nous, on ose un petit peu moins. Donc, voilà, il faut vraiment s'appuyer. Moi, je le répète tout le temps, en fait, voilà, pour s'entourer, pas rester tout seul. Euh, et puis utiliser tout ce qu'on a autour de soi pour booster sa confiance, son ambition et au final son business. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très clé dans, dans la réussite de l'entrepreneuriat et encore plus dans l'entrepreneuriat féminin. Ouais, je te rejoins complètement. Et pour compléter aussi ce que tu dis sur les réseaux, tout ce qui est échange effectivement entre pairs ou entre femmes ou qu'ils soient mixtes ou autres, peu importe, mais prenez conscience aussi qu'il y a autant de réseaux que de personnes. C'est-à-dire que vraiment, il faut que ça vous corresponde. Il n'y a pas le ah, celui-là, ce Exactement. serait l'idéal, mais en fait, les horaires, ça me va pas, puis la façon dont il fonctionne, ça me va pas. Ok, next, hop, on en essaye un autre parce il y a tellement de Ouais, réseaux. Moi, j'en ai essayé plein. ouais. Il y a un Mm, moment donné, mm, bah, il y en a un ou plusieurs qui nous correspondent et dans lesquels on se dit, ah là, je sens que ça me booste. Là, je me mm. sens pas regardée, jugée, pas à l'aise. Non, ok, là, c'est pas peut-être pas le bon endroit. Va à un endroit dans lequel tu te sens bien et à l'aise de pitcher ton projet. C'est ça aussi qui est important, je trouve. C'est très important ce que tu dis parce qu'il y a plein de réseaux et il faut trouver le bon, celui qui corresponde à votre activité et à votre besoin. Et des fois, c'est pas forcément un réseau que féminin, ça peut être un réseau masculin, enfin un réseau mixte, parce qu'on l'a pas assisté. L'idée, c'était pas d'opposer hommes et femmes dans l'entrepreneuriat ou de façon plus générale dans la société, c'est juste de dire que, en fait, c'est les principes d'intelligence collective. Plus on est nombreux, plus on a des avis diversifiés, plus on va générer de la créativité et de l'efficacité de la performance. C'est prouvé pendant très longtemps, c'était assez dit de façon intuitive, mais il y a eu des études, notamment par Harvard, qui a montré qu'une structure, une entreprise avec un comité de direction mixte est plus performant que quand c'est que des hommes ou que des femmes. On pourrait vraiment mettre le sujet de l'autre. En fait, parce Ouais. que c'est cette diversité qui va faire diversité, qui va faire se challenger, qui va faire donner des idées. Et moi, je vais souvent intervenir des deux entreprises particulières sur quand
s'agit de témoigner sur la réussite de l'entrepreneuriat au féminin. En fait, je vais témoigner, en fait, c'est pas des entrepreneuses féminins, c'est des entreprises mixtes où à la tête, il y a un homme et une femme qui sont souvent pas en couple d'ailleurs, mais qui montrent que, en fait, c'est cette diversité, cette capacité à s'entourer, à se challenger, à écouter les autres qui fait que bah, ça marche. Parce que voilà, moi, en fait, quand on est porteur de projet, on trouve que son idée, c'est la mieux. Il y a un biais de validation, forcément, c'est mon idée. C'est moi qui l'ai trouvée. Donc, elle est géniale. Et autour de vous, tout le monde va dire, ah oui, c'est bien, c'est une bonne idée, même s'ils pensent que c'est pas vrai, parce qu'ils sont gentils avec vous, ils ont envie de vous faire plaisir. Donc, plus on va être entouré, plus ça va pousser à la réflexion, au challenge, et ça va être ça qui doit animer peut-être une des compétences qui est importante quand on est chef d'entreprise, c'est cette capacité de remise en cause, cette capacité à se dire bah, peut-être que je dois faire basculer mon modèle, peut-être que je dois revoir mon business plan, peut-être que je dois écouter mon banquier, peut-être que je dois écouter mon expert comptable. C'est vraiment quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut avoir cette capacité de remise en cause euh, qui, qui est intrinsèque à la création d'entreprise, quoi. Tu vas devoir changer très régulièrement ton modèle. Et en plus, même si ça marche bien au début, si tu ne fais pas basculer ton modèle pour t'adapter à tes clients, à l'environnement économique, à la réglementation, à un moment, ton entreprise, elle arrête. C'est l'exemple Kodak, qui était une entreprise qui fonctionnait très bien, qui a loupé le virage, qui ne s'est pas adapté au digital et qui a déposé bilan. Donc, voilà, l'entrepreneuriat, c'est cette capacité d'être toujours à l'écoute de son environnement, qui est un environnement qui est changeant par définition, et pour justement s'adapter, bah, il faut s'entourer pour bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est peut-être ça qu'il faut garder en ligne de mire, c'est cette capacité d'adaptation, et puis se faire confiance. Et puis pour se faire confiance, ben c'est pas hésiter là aussi de s'entourer pour se rendre compte qu'on n'est pas les seuls des fois. Et que des fois c'est Hmm. difficile, c'est normal. Voilà. Merci pour ces bons conseils qui viennent aussi euh, réconforter encore l'effet d'oser, d'y aller, de prendre conscience, de Mm. prendre confiance. Donc ça, c'est chouette. Avant de clôturer notre interview, est-ce que déjà tu veux partager un dernier conseil, une dernière chose au-delà de ce que tu as déjà dit, avant que je passe à ton petit portrait chinois? Euh, Non, mais peut-être je vais garder oser. Allez-y. De toute façon, si vous n'osez pas, vous ne saurez pas. Donc voilà, donc tous les gagnants du loto ont tenté au moins une fois leur chance. Donc il faut tenter, il faut essayer. Euh, Entourez-vous bien pour vous sentir en sécurité. Et ça va marcher. Et puis si ça marche pas, en fait, c'est normal, hein. C'est l'entrepreneuriat qui est comme ça. C'est la vie économique qui est comme ça. Donc, non, non, moi, je vais garder comme mot oser et faites preuve Oser. d'audace. Merci. Dis-moi, est-ce que c'est un petit jeu que je fais à la fin de chaque petite Ok. interview, et comme on parle de l'entrepreneuriat au féminin, quelle couleur, toi, tu pourrais donner qui symboliserait ta vision de l'entrepreneuriat féminin? Quelle couleur tu Euh, associerais à l'entrepreneuriat je vais féminin? pas dire le rose, hein, parce que ça va faire trop stéréotypé. Non, non, je dirais le orange. Je trouve que c'est une couleur qui traduit de l'énergie, du peps. Euh, ouais, je dirais le orange. Écoute, merci pour ça, c'est la couleur du sommet vitamine C, donc je prends. Et si tu pouvais choisir un animal qui incarne la posture entrepreneuriale féminine, selon toi, ce serait quoi? Oh là, oh là là. Euh, Quel animal te fait penser à Ça va être une facile. femme qui entreprend? Bah, je dirais la lionne. La La lionne. lionne. C'est beau. Et est-ce qu'il y a un mantra, au-delà donc ce ose que tu as dit, mais est-ce qu'il y a un mantra, toi, ou une petite phrase qui est fétiche pour toi, que tu te répètes, qui t'aide pour bah, continuer soit d'encourager les femmes à oser, soit pour toi de continuer d'oser, justement, pour être aussi dans l'idée d'incarner ce message-là? Est-ce qu'il y a des petites phrases une petite phrase que tu as Euh, envie de partager? oui, j'ai une phrase que j'utilise. J'en ai deux en fait. Vas-y. J'utilise celle de dire il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Pour pas rester coincé dans un angle négatif en disant ouais, bah, j'ai un problème, je sais pas, moi je cherche toujours la solution. Je cherche pas des responsabilités, je cherche comment je peux me sortir. Donc dans beaucoup de situations, j'utilise celle-ci.
il y a pas de problème, il y a que des solutions. Et puis une autre que je trouve rigolote parce que c'est aussi pour dire qu'il faut être capable de se remettre en cause. C'est un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien. Mmh, Pour aussi dire que bien. c'est normal que ça marche pas. Donc on fait des plans. Donc c'est bien d'avoir un plan A, d'avoir un plan B, d'avoir un plan C. Faut éviter d'arriver au plan B prime, hein. Mais c'est normal que ça marche pas en fait, parce que c'est la société, c'est la vie qui est comme ça. Parce qu'il y a il y a plein de facteurs qui font que des fois c'est plus compliqué. Donc oui, c'est les deux mantras que j'utiliserai. Mmh, super, merci. Merci aussi pour les touches d'humour. Céline, si, celles qui ont entendu et qui nous ont suivis aujourd'hui, si elles ont envie de te retrouver, si elles ont envie d'en savoir plus sur Connectors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire et quels sont les liens que je mettrai bien sûr en plus ici et dans les envois de mails? Mmh. Mais comment est-ce qu'on peut, connecter à Connectors et Alors, à toi? mmh, pour se connecter à Connectors, on a une page LinkedIn où on peut s'abonner. Donc, ça permet d'avoir de l'actualité, ça permet d'avoir du contenu. On partage des interviews, des rôles modèles de certaines de nos clientes. On propose aussi des formations, des webinaires dessus. Donc, ça, c'est pour la page nationale. Et puis, pour être un point d'entrée, on va dire, on a chez BNP Paribas, on a une représentation nationale. Donc, on a des agences partout en France. Mais on peut aussi me contacter, voilà, moi par LinkedIn. Et puis après, j'orienterai vers les bons interlocuteurs au sein de nos agences, au sein de nos centres d'affaires qui pourront accompagner et renseigner sur s'il y a des projets en spécifique. Donc voilà ce que je pouvais donner. Donc, et on a aussi une page, celle-ci, elle est plus pédagogique, qui s'appelle Lancez-vous, une page générique BNP Paribas où on va donner plein de conseils sur la création d'entreprise. Donc il faut pas, voilà, celle-ci peut être aussi en termes de préparation de son projet utile. OK, super, bah, merci pour tout ça. Je mettrai bien sûr tous les liens pour que chacune puisse, y accéder. Merci vraiment Céline pour ce moment, pour ta vision aussi de l'entrepreneuriat au féminin, pour Mais, l'incarner sans y être, mais vraiment être, avec toutes celles qui entreprennent et donc avec moi aussi. Ça me touche énormément. bah, merci pour ce temps d'échange, et puis ouais, c'était un moment sympa. Je trouve que ça donne toujours un max d'énergie. Donc bravo à vous toutes mesdames qui entreprenez, peut-être à des messieurs aussi, parce qu'il y a peut-être des messieurs qui se connecteront sur, sur, sur les échanges. Mais vraiment bravo, parce que ce que vous faites, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Être capable de transformer son idée en action, je trouve ça juste génial. Donc bravo. C'est Mmh. peut-être mon mot de la fin. Ouais, merci Céline pour ce mot de la fin. Bravo et Merci à toutes merci. les personnes qui nous ont suivis et on se dit à très bientôt pour la suite du sommet Vitamine C. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.